Donc, la session qui est la nôtre, c'est comment éduquer nos enfants aux défis de demain. Alors, en fait, vous le savez, si vous êtes là en plus, vous êtes passionné par la transformation du monde qui est à l'œuvre, cette troisième révolution industrielle qui transforme le monde dans lequel nous sommes. Je suis titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM. J'ai contribué à créer un institut qui s'appelle l'Institut de l'économie. On travaille sur cette troisième révolution industrielle. Il y a des choses qu'on doit avoir à l'esprit qui transforment notre vision du monde grâce à des travaux de l'OCDE qui montrent que dans les 2 millénaires précédant la première révolution industrielle, le niveau de vie a stagné. Pour faire court, le niveau de vie et l'espérance de vie sous Louis XVI sont les mêmes que sous Jules César. Au moment de Louis XVI, l'espérance de vie est de 23 ans. Donc maintenant, l'espérance de vie a plus que triplé en 2 siècles et le niveau de vie a été multiplié par 20 par les 2 premières révolutions industrielles. La troisième, donc, ce qui avait au cœur de la première, vous le savez tous, c'est bien sûr la machine à vapeur. La deuxième, c'est l'électricité et la troisième, c'est l'informatique. Un point clé d'ailleurs, ce qu'on appelle la grappe d'innovation de rupture dans une révolution industrielle n'est pas constitué que d'un seul élément. C'est peut-être plus simple de le voir avec l'électricité. Quand on dit que la deuxième révolution industrielle a été provoquée par l'électricité, en réalité, c'est ce qu'on pourrait appeler le système électrique. Parce qu'il faut développer, bien sûr, et comprendre le phénomène de l'électricité, mais ensuite, il faut inventer la lampe, il faut inventer le moteur électrique, il faut inventer le transformateur, il faut inventer les lignes à haute tension. Et il a fallu plus de 40 ans pour développer complètement ce qu'on peut plus justement appeler le système électrique. On observe qu'il a fallu aussi 40 à 50 ans pour inventer le système autour des machines à vapeur, puisque les machines à vapeur sont opérationnelles en 1780, mais les locomotives ne fonctionnent qu'à partir de 1815 et on commence à construire le système de rail, le système de chemin de fer qui va couvrir l'ensemble de l'Europe de l'Ouest à partir de 1830. Bon. Donc, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on observe que dans cette troisième révolution industrielle, où on a toujours l'impression que tout s'accélère, en réalité, nous voyons que la constitution du système informatique, de même qu'il ne faut pas seulement inventer l'informatique, le principe de l'informatique, mais si je fais le parallèle avec ce que j'ai dit sur l'électricité, il faut inventer l'informatique, il faut inventer la microélectronique, il faut inventer Internet, il faut inventer les micro-ordinateurs, il faut inventer la mise en réseau des micro-ordinateurs, les nanotechnologies, les objets connectés. Et on voit que là aussi, ça prend 40 ans. Mais on peut donc anticiper, en faisant une hypothèse, qui est bien sûr une hypothèse très lourde au sens scientifique, et on saura la réponse dans 15-20 ans, mais s'il faut également 40 ans pour constituer le système informatique, il va arriver à un premier degré de maturité dans les années 2020. Et donc la question fondamentale, c'est comment nous préparons nos enfants à ce nouveau système qui est en gestation, dont on ne connaît pas les contours et qui va totalement transformer le monde dans lequel nous sommes. À mon petit niveau, j'ai écrit un certain nombre de livres. Je les ai écrits, comme tous ceux qui écrivent des livres maintenant, sur un ordinateur. Je n'ai pas été préparé à écrire sur un ordinateur. Donc, vous allez avoir des intervenants qui vont s'interroger sur ce point. Comment on prépare nos enfants à des métiers qui n'existent pas? Comment on envisage aussi l'empowerment, c'est-à-dire la façon dont on donne aux gens le goût et la capacité de rentrer dans ce monde, qui peut sembler effrayant à ceux qui sont à l'extérieur de ce monde. Donc c'est une question clé qui est posée à notre table ronde, et je conclus par ça. Comment éduquer nos enfants aux défis de demain, sachant que de ce point de vue, nous sommes tous des enfants, et que donc certainement même les adultes, ou en tout cas au moins les jeunes adultes, auront beaucoup à apprendre dans la session d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne d'avoir introduit cette session au nom du Cercle des économistes. Je vais
être celui qui va essayer de mener à bien cette table ronde, sachant que nous avons peu de temps, que les temps de parole sont très comptés. Donc je demande aux intervenants de bien vouloir m'excuser pour ma rudesse si je dois leur faire des signes, mais il y a quelqu'un également au premier rang qui sera là pour nous aider les uns et les autres à tenir, si je puis dire, les horaires. Je crois qu'il y a encore un petit problème de traduction pour les deux personnes qui sont à... je vois qu'il y a des personnes qui, au fond de la salle, s'activent pour essayer de trouver la solution. Donc voilà, cette session se tient en français, mais il y a deux intervenantes qui sont anglophones. Je vous présenterai les intervenants au fur et à mesure des temps de parole pour éviter de faire tout de suite un très très long tunnel. Sachez simplement que donc en fin de session, nous aurons une dizaine de minutes pour débattre sans doute d'abord entre les intervenants à la table, mais également prendre quelques questions ou réactions de votre part dans la salle. Alors, c'est vrai que ce serait tout de même bien, avant de commencer, que le problème de traduction soit réglé. It's okay. It's okay, thank you. Voilà, donc je vais d'abord, vous savez que les rencontres économiques, les rencontres d'Aix-en-Provence et le Cercle des économistes ont prévu dans ce dispositif quelque chose d'original et attachant, qui est de donner la parole à des étudiants, de leur donner d'abord de manière écrite, puisqu'ils ont été une centaine d'entre eux à proposer des contributions autour du thème de cette session consacrée au travail, et aussi de donner la parole. Et nous avons avec nous Juliette Molot, qui est étudiante en économie, qui entre en master, Université Panthéon-Sorbonne, École d'économie de Paris, et qui a donc participé à ce concours étudiant Imaginez votre travail demain. Et avec Christian Saint-Étienne, nous lui avons demandé, en quelque sorte, d'ouvrir la discussion en nous adressant à tous les questions que se pose autour du thème du travail quelqu'un qui est aujourd'hui au cours de sa formation et qui bientôt entrera dans la vie professionnelle. Juliette, vous avez la parole pour 3 minutes. Merci. Bonjour à tous. Alors, dans un monde en pleine mutation, pour éduquer nos enfants aux défis de demain, j'ai relevé 3 points. Donner les clés intellectuelles nécessaires, avoir une certaine adaptabilité du travailleur, et enfin, avoir aussi une prise de conscience du collectif et de la citoyenneté. Donc d'abord, donner les clés intellectuelles. La particularité des jeunes aujourd'hui, c'est leur proximité naturelle avec la technologie. Un enfant de 10 ans, lorsqu'il a accès à cette technologie, sait s'en servir assez aisément. Par contre, ce que l'école peut donner et doit donner, c'est les clés intellectuelles pour pouvoir se servir de ces outils, ne pas se laisser submerger par l'information, ne pas être manipulé. Et donc, c'est donner les clés pour avoir un esprit critique, ce qui est fondamental, avoir un esprit de synthèse qui ne s'acquiert pas naturellement. Il faut avoir une méthode, il faut avoir une culture. Donc ça, c'est très important. L'outil doit rester un moyen. On ne peut pas se laisser submerger par cet outil. On va plutôt vers un travailleur penseur, et donc on doit avoir ces clés intellectuelles pour pouvoir utiliser intelligemment ce que l'évolution technologique nous offre. Ensuite, on est dans un phénomène d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on est dans une complexité administrative, juridique qui est importante. On est dans un monde de plus en plus connecté, technologique, et donc on a constamment besoin des autres, des gens qui sont plus spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc c'est important aussi que chacun ait accès à une certaine éducation, et notamment à certains outils comme des outils de gestion, comme savoir avoir des notions de fiscalité, des choses qui sont peut-être basiques, mais qui sont essentielles pour pouvoir se lancer dans la vie professionnelle, pour pouvoir aussi soi-même être un entrepreneur et ne pas avoir peur de l'échec, avoir un certain nombre de clés pour pouvoir soi-même entreprendre. On est dans un espace-temps qui va de plus en plus vite. Un espace politique, médiatique qui va très vite, un espace technologique aussi de plus en plus important. Et donc, c'est important que le travailleur de demain soit un travailleur adaptable, c'est-à-dire qu'il puisse s'adapter facilement aux situations, et donc qu'il y ait ce socle de connaissances qui lui permette justement de rebondir facilement. Et enfin, il faut quand même avoir un attachement à la communauté, parce qu'on est dans un monde technologique de plus en plus individualisé, on travaille devant nos ordinateurs, et d'avoir un sentiment du collectif, un sentiment de la citoyenneté,
Une sensibilisation aussi aux causes de demain. On est une génération qui va avoir affaire à des problèmes environnementaux, par exemple. Et ce sont des problèmes qui vont toucher l'ensemble des êtres humains sur cette planète. Et donc c'est important aussi d'avoir un sens des responsabilités, un sens du bien collectif. Et donc ça, dans l'éducation, c'est quelque chose aussi de fondamental qu'il ne faut pas perdre. Et ça se traduit aussi par un partage intergénérationnel, une discussion entre les individus pour pouvoir construire finalement quelque chose de commun. Et donc c'est avec ces clés-là que, à mon sens, on va pouvoir faire face, que le travailleur de demain va pouvoir faire face aux défis de demain. Merci Juliette, bravo, vous avez parfaitement tenu l'horaire. Voilà, je vais donner maintenant la parole à Jean-Paul de Godemar, qui est un petit peu ici chez lui, puisqu'il a été professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille. Il a été également recteur de cette académie et il a exercé de nombreuses autres responsabilités dans l'éducation nationale. Et vous êtes actuellement conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Jean-Paul de Godemar, vous avez la parole pour 10 minutes. Bien, bonjour à tous. Bien, bonjour à tous et merci de me donner la parole d'un lieu qui vient d'être évoqué rapidement, c'est-à-dire de quelqu'un qui fut ou qui essaye d'être encore un peu un économiste et en même temps qui a surtout beaucoup contribué à gérer ces gros systèmes qui sont ceux de nos systèmes éducatifs. Et ça ne me donne aucune légitimité d'ailleurs pour répondre mieux que d'autres à la question qui est posée aujourd'hui, mais peut-être puis-je l'aborder sous différents angles, que me fournit la question même qui est posée à cette table ronde. Comment éduquer nos enfants aux défis de demain? Alors, première remarque que je voudrais faire, c'est que à qui s'adresse la question? Nos enfants, bien entendu, on est tenté de se dire, elle s'adresse d'abord à l'institution scolaire. Et à ce titre, j'essaierai d'y répondre. Mais implicitement, pour ceux qui ont formulé la question, on sent bien qu'il y a derrière une autre question qui est au moins aussi importante à mes yeux. C'est celle qu'on pourrait appeler celle du partage des responsabilités dans ce type d'éducation, et en particulier l'éducation aujourd'hui. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux familles, quand il s'agit des enfants, mais j'ai tendance à évoquer ou à profiter de cette question pour dire qu'en réalité, c'est une question qui s'adresse à la société tout entière. On est dans un pays d'ailleurs intéressant, au sens où il y a probablement en France plus de 65 millions de spécialistes de l'éducation, ce qui explique d'ailleurs le côté toujours très passionnel des débats, et les derniers mois qui viennent de s'écouler l'ont démontré, autour de la réforme du collège par exemple. Et au-delà du trait d'humour, si je puis dire, c'est une question de fond qui est celle de savoir si dans une société comme les nôtres aujourd'hui, il est normal, souhaitable ou pas, que la responsabilité de cette éducation soit essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, confiée à l'école. Comment éduquer nos enfants? La formulation est également intéressante parce que spontanément, quand on pense enfant, on pense jeune, très jeune. Donc ça semble renvoyer essentiellement à l'enseignement scolaire, primaire ou secondaire. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est bien entendu qu'il faut sans doute avoir une vision de l'école beaucoup plus extensive et se dire que nous vivons dans une société où le besoin de formation est permanent, que c'est même, pour ce qu'il est convenu d'appeler désormais la société apprenante, son succès dépendra de sa capacité à repenser la séquence sur laquelle nous vivons depuis très longtemps, c'est-à-dire période de formation suivie d'une période de travail. En réalité, ce qu'il faut arriver à concevoir, et soyons clairs, nous n'y sommes pas encore, c'est quel type d'alternance il faut pouvoir penser, ce qu'il est convenu d'appeler la formation tout au long de la vie, et là encore, nous avons beaucoup de chemin à faire.
Et puis enfin, troisième élément de la question, c'est les défis de demain. Alors, soyons clairs, Christian Saint-Étienne l'a bien dit. Et puis finalement, Juliette a dit l'essentiel dans ses propos initiaux. De ces défis de demain, nous avons quelques intuitions, mais finalement assez peu de certitude, je dirais même aucune certitude. Et donc ce qui est absolument essentiel dans ce que nous devons transmettre, c'est cette capacité d'adaptation à ce que nous pouvons pressentir de ce que sera ce monde de demain qui n'est pas celui d'après-demain, parce qu'au fond, ce que provoque l'accélération des changements technologiques, qui a été également évoqué tout à l'heure, c'est que par rapport aux périodes dont nous sortons, où il pouvait y avoir coïncidence entre le temps de la formation, voire même le temps d'une vie, et le temps qui séparait deux grandes mutations technologiques, aujourd'hui, ça c'est fini. Entre les grandes mutations technologiques, la durée qui s'écoule est aujourd'hui nettement inférieure à une vie humaine, nettement inférieure à un temps de carrière et parfois même nettement inférieure à un temps de formation. Et c'est pour cela qu'il faut absolument penser une école, et c'est, je dirais, le chantier majeur qui est aujourd'hui, qui est d'autant plus compliqué que nous avons affaire à des institutions lourdes et qu'elles ne bougent pas aussi rapidement. Alors, vu que nous avons très peu de temps, comment essayer d'avancer par rapport à ça ? Bien, il y a quelques exigences simples dont les conséquences sont absolument majeures sur la façon dont fonctionne notre école aujourd'hui. Et quand je dis école, je l'étendrai d'ailleurs volontiers à l'université aussi. La première des exigences pour doter les nouvelles générations, voire les générations qui sont déjà à l'œuvre, d'une capacité d'adaptation pour lesquelles ils n'ont pas forcément reçu la formation adéquate, c'est d'abord s'assurer que tous les jeunes sortent de leur période de formation avec une qualification reconnue. Alors dire ça, ça peut paraître très simple, mais c'est en réalité beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et on le sait bien puisque le débat public tourne beaucoup autour de l'incapacité qu'aurait l'école à former des jeunes. Tous ces chiffres sont cités régulièrement, à foison. 20% de jeunes qui sortent de l'école primaire sans les qualifications de base, etc., etc. Tous ces éléments qui sont fondés. Et pour une raison très simple, c'est que le système scolaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, tel qu'il a été conçu, fonctionne avec une référence qui est celle de l'élève moyen. Et pour l'élève moyen, le bon élève ou l'élève ordinaire, le système marche plutôt bien, avec une organisation pédagogique qui est celle de la classe, c'est-à-dire un dispositif qui ressemble un peu à la salle que nous avons ce matin, mais qui donc pénètre une proportion relativement importante du public auquel s'adresse l'enseignant, mais qui est évidemment totalement inadapté à ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est-à-dire s'assurer, pour que précisément cette capacité d'adaptation soit atteinte, que tout le monde ait ce que Juliette a appelé tout à l'heure je ne sais pas le terme qu'elle a employé, mais en gros les compétences intellectuelles indispensables pour réussir à cela. Et ça veut dire que la cible doit être non pas les 80% qui réussissent dans le discours ordinaire, mais précisément une approche beaucoup plus individualisée, s'adressant à l'élève lui-même, et pour lesquels d'ailleurs les nouvelles technologies, les technologies d'aujourd'hui, qui sont plus vraiment nouvelles, peuvent fournir des outils et une façon de repenser l'organisation pédagogique de manière évidemment très originale. Alors vous devinez que pour une institution comme l'Éducation nationale en France, mais pour connaître pas mal d'autres pays, c'est un défi que peu de pays aujourd'hui savent relever, eh bien ça veut dire qu'il faut penser les choses autrement. Alors le symbole de cette transformation pour atteindre cet objectif, c'est par exemple ce que les anglo-saxons appellent la flip classroom, ce qu'en français on appelle la classe inversée, c'est-à-dire où, comment dirais-je, ce qui correspond en gros au cours magistral se fait plutôt à la maison, et l'institution scolaire c'est plutôt le lieu où s'approfondissent, où se vérifie la maîtrise de ses compétences. Et puis il y a tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est absolument indispensable, et là encore Juliette a dit l'essentiel,
c'est-à-dire cette capacité à penser son avenir grâce à cette capacité d'adaptation d'une façon qui peut se prêter à ce qui est déjà la vie de nos générations, mais qui le sera encore plus pour les générations à venir, c'est-à-dire cette mobilité qui va caractériser plus que jamais les emplois à venir. Et de ce point de vue, eh bien, c'est là, je crois, qu'il faut aussi penser les choses autrement, dans la façon dont interviennent les acteurs de la société civile dans la formation. Et en particulier, une des questions essentielles que l'histoire de notre école n'a pas su résoudre pour des raisons qui se comprennent très bien du point de vue historique, mais le temps est venu de le modifier profondément, c'est par exemple la question de la manière dont l'éducation des enfants se fait ou non en contact direct avec le monde économique, le monde de l'entreprise, dans la mesure où pendant très longtemps ces deux mondes ont vécu séparés et qu'aujourd'hui on sent très bien qu'on ne peut plus se contenter d'avoir un monde économique qui se contente d'attendre les produits sortant de l'école, avec au besoin d'ailleurs la possibilité d'en critiquer la qualité ou à l'inverse d'en célébrer la qualité. Mais le temps est venu, précisément pour être adapté à cette mobilité des évolutions que nous avons devant nous, de concevoir un autre type d'intervention, mais on devine évidemment que ce n'est pas le plus simple à faire dans une institution. Voilà quelques introductions, je crois avoir épuisé mon temps, et donc je cède volontiers le temps de parole à d'autres. Merci beaucoup Jean-Paul de Godemar. Je vais donner la parole à quelqu'un qui est lui aussi un petit peu chez lui dans cette ville, puisqu'il a fait une partie de ses études à Aix-Marseille. Bernard Guénier, vous êtes président de PwC France, une grande société de conseil aux entreprises, et vous avez travaillé en différents lieux. Alors, Marseille, Shanghai, Californie, maintenant Paris, où vous êtes à la tête donc de PwC pour la France et l'Afrique francophone. Bernard Guénier, vous avez la parole pour 6 minutes. Merci de me rappeler le temps. Je vais essayer de le tenir. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je vais vous donner un regard de praticien. Je n'ai pas la prétention d'avoir une vue ni d'un économiste, ni même de quelqu'un qui représente l'éducation dans ses dimensions les plus larges. Alors, dans ces journées, vous allez entendre parler du digital à tous les coins de rue, si je puis dire. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est essentiel de comprendre que c'est une transformation considérable qui touche tout le monde. Alors la question qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est pourquoi elle touche si peu l'éducation, particulièrement en France. Et on voit que, franchement, il y a un vrai problème de prise de conscience, et je pense que nos gouvernants d'ailleurs devraient se pencher vraiment sur ce sujet et ne pas se contenter juste d'en parler. Ou de supprimer le latin. On y reviendra. Supprimer le latin ou pas, d'ailleurs, c'est un sujet intéressant. Ensuite, il faut voir les entreprises. La mutation des besoins en ressources humaines chez nous, dans toutes les entreprises, évolue considérablement. Et je dirais que nous entrons non pas dans le monde du big data ou de la donnée brute, je crois qu'on y est déjà. On rentre dans le monde de l'économie de la connaissance. Et l'économie de la connaissance nécessite qu'on fasse que les flux d'informations créent de la valeur. Et pour que ça crée de la valeur, les idées, elles doivent être partagées, elles doivent être collaboratives, et on y reviendra. Alors, quelques chiffres. En 2034, 47% des emplois actuels aux États-Unis seront robotisés. C'est ce que dit l'université d'Oxford en Angleterre. 47% seront robotisés. 64% des grands patrons d'entreprises mondiales considèrent que la robotisation est un enjeu clé pour eux. Il y a une guerre des talents, c'est l'enjeu majeur, c'est ce que disent aussi des études PwC, c'est l'enjeu majeur depuis 10 ans de l'ensemble des grands patrons, partout dans le monde. C'est une étude qu'on sort tous les ans à Davos, et ce thème est toujours en haut de la liste, quelles que soient les évolutions des autres thèmes, vous avez ça, la guerre des talents. Donc ils cherchent des talents, et en fait ils ne les trouvent pas. Et puis plus concrètement, je peux vous dire qu'il y a des jobs qui disparaissent. Alors dans notre métier ou dans nos métiers, ou pour les entreprises en général, je peux vous dire que les aides comptables, ça ne se recrute plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'aides comptables.
processer des transactions, tout ce qui est de l'ordre du process. Je peux vous dire que dans les années qui viennent, c'est une rétractation considérable de ces éléments, quels que soient les métiers. Alors pour moi, trois idées, hein, parce qu'on pourrait aller très loin dans beaucoup de sujets, dans surtout ces points. Je crois qu'il faut avoir en tête que le savoir, la donnée brute et savoir processer quelque chose, c'est bien, il faudra être plus efficace, comprendre comment on le fait avec les outils de demain, mais ça c'est le savoir-faire, si je puis dire. Et donc, si on n'a que ça, ben, je pense que nos jeunes seront, comme on dit dans le jargon du consultant, des intermédiaires, ils vont disparaître. Parce que le plus important, c'est le savoir-être, en fait. C'est mettre en relation des idées. Et aujourd'hui, la machine, peut-être que dans 1000 ans ou dans 300 ans, la machine aura fait des progrès. L'intelligence artificielle auto-apprenante saura aller encore plus loin et permettra de connecter des idées. Je ne pense pas que les robots aujourd'hui savent le faire. Ils sont pris quand même. On n'en est pas encore là. Je suis certain qu'ils diront le contraire, j'en suis sûr, au cours de ces journées. Mais on n'est pas encore là, en tout cas au vu des entreprises. Donc plus de savoir-faire, surtout plus de savoir-être. Et là, je vais venir à la France. Je crois que... Alors je vais être un peu caricatural, je m'en excuse, mais je pense qu'il est important qu'il y ait des prises de conscience. Et comme je viens de l'université, peut-être que j'ai un biais d'ailleurs, je crois que, je vais utiliser un terme un peu fort, mais ça c'est la deuxième idée, l'idolâtrie de l'éducation formatée en France doit cesser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous avons un système éducatif qui conduit à penser qu'il faut faire des grandes écoles pour réussir. Et c'est pas parce qu'on est intellectuellement très fort qu'on réussit dans la vie. Et c'est ça qui est le plus important. Et je crois que notre système éducatif a absolument besoin de faire cette prise de conscience. Moi, je le constate en tant que patron. On recherche un certain nombre de valeurs, en fait, aujourd'hui. Et je peux vous dire que lorsque nous, on recrute des étudiants, même des grandes écoles, on considère qu'en fait, ils savent rien faire. Ils savent faire beaucoup de choses, mais en fait, concrètement, ils ne savent pas appliquer leur savoir, et c'est normal. Donc, c'est pas un souci. Donc, il y a quelques valeurs qui ont été évoquées. Je dirais que c'est une question d'attitude pour ces étudiants. C'est être capable, dans le monde de demain, d'être créatif, innovant. C'est faire preuve d'esprit d'ouverture, savoir décloisonner, transversaliser en permanence. Nous, en tant que conseil, on est là pour décloisonner les entreprises. Et c'est un combat, je peux vous dire. C'est aussi respecter l'opinion des autres. C'est donc le savoir-vivre ensemble qui est important. Puis cette capacité à prendre des risques. On a une société qui est de plus en plus risque-adverse, comme on dit en anglais. Pour moi, c'est un problème. Je pense qu'on ne peut pas continuer en permanence à se protéger de tout. Ce n'est pas le monde de demain. En tout cas, la France est un peu en retard dans ce domaine. Quand vous vous baladez dans la Silicon Valley comme je l'ai fait, ou quand vous travaillez en Chine comme je l'ai fait, on n'est pas dans le même monde. Hein. On n'est pas dans le même monde. Donc il faut qu'on se réveille. Je pense qu'on a tous les moyens. Il n'y a pas de doute. On a des jeunes éduqués en France, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc il faut leur faire confiance. Et il faut qu'ils apprennent à accepter le changement, comme nous-mêmes d'ailleurs devons accepter le changement. Et la troisième idée, avant de conclure, c'est que je voudrais revenir sur l'utilité des savoirs inutiles. Je pense que dans le monde de la connaissance, ce qui compte, c'est de faire la connexion avec des idées qui n'ont rien à voir entre elles. Donc quand on fait du latin ou du grec, et qu'on le fait avec passion, je pense qu'on est capable de faire des connexions que... J'en ai pour une minute. Il faut savoir faire des connexions, et que donc la connaissance, elle se transmet parce qu'on y met de la passion et du temps. Et ce couple, c'est un peu l'amour, hein. Quand on met beaucoup de temps et qu'on y porte beaucoup d'intérêt, ça ressemble un peu à ça. Hein. Donc la passion est un élément important, et la passion sur des matières perdues, ou qui se perdent, ou qui sont des langues mortes, c'est extrêmement important. Et c'est ça que nous recherchons quand nous recrutons des jeunes. Et puis alors pour finir, et pour se tourner vers la salle et ceux qui sont moins jeunes, il faut que nous apprenions tous, les plus vieux, hein, à savoir coder. Quand je dis savoir coder, c'est s'approprier les outils technologiques d'aujourd'hui. Donc véritablement comprendre ce que c'est que le code et ce que ça veut dire. Et puis je crois que ce qu'on doit faire avec nos enfants, c'est leur apprendre à décoder le monde. Et ça, c'est notre expérience qui leur permettra de l'acquérir. Voilà, merci.
Merci beaucoup Bernard Gagnier. Je vais maintenant donc donner la parole à Florence Ninane. Vous êtes avocate spécialiste en particulier du droit de la concurrence au bureau parisien du cabinet américain anglais. Oh mon Dieu, quelle gaffe. Désolé. Du cabinet britannique, Allen et Overy. Pardon. Merci beaucoup. Nos enfants sont appelés à évoluer dans un monde d'innovation technologique qui sont elles-mêmes créatrices de nouveaux marchés concurrentiels. Et il me semble que c'est à ce monde-là qu'on doit préparer nos enfants en leur apprenant à en saisir les opportunités et, comme le disait Bernard, à prendre des risques. La concurrence, c'est l'un des piliers fondateurs de la construction européenne. Ça repose sur le principe selon lequel la concurrence doit permettre une meilleure qualité de service, plus d'innovation, tout en permettant aux consommateurs d'accéder au meilleur prix sur le marché. Ce principe a conduit à l'ouverture à la concurrence d'industries de réseau, de monopoles, des télécoms, l'audiovisuel, la poste. Mais l'actualité française récente nous montre un nouvel exemple, une nouvelle facette de l'ouverture à la concurrence. Donc ce n'est plus l'ouverture à la concurrence d'anciens monopoles historiques sous l'impulsion du législateur, mais l'ouverture à la concurrence de professions réglementées sous l'impulsion de nouveaux acteurs du secteur privé. Je pense bien évidemment au cas des taxis, qui a été dans l'actualité très récente et qui, à mon sens, nous apporte un certain nombre d'enseignements très, très intéressants sur les leçons qu'on peut en tirer pour l'éducation de nos enfants. Cette actualité sur les taxis, elle met en lumière deux éléments, à mon sens, qui sont d'une part, évidemment, le nécessaire maintien de conditions équitables de concurrence entre les acteurs, nouveaux et anciens, mais également sur la question de la réglementation d'une profession, de la protection d'une profession, qui semble pour le coup plus difficilement tenable sur le long terme dès lors que de nouvelles offres répondent à la demande des consommateurs. À l'origine du conflit, on le sait tous, qui oppose les taxis parisiens à Uber et aux autres sociétés de VTC, on trouve le numerus clausus des licences de taxi. Donc ce numerus clausus, ces licences sont indispensables pour stationner sur la voie publique et pour faire ce qu'on appelle de la maraude. Ça a conduit évidemment, comme tout numerus clausus, à une limitation de l'offre, en particulier à Paris, mais dans certaines autres grandes villes. On sait que les heures de pointe restent difficiles pour trouver des taxis. Dans ce contexte, dès 2007, Jacques Attali, dans son rapport 300 décisions pour changer la France, avait prôné une ouverture complète, c'est-à-dire la délivrance de licences gratuites. Mais évidemment, on peut concevoir que les chauffeurs de taxi aient vu d'un mauvais œil cette ouverture totale à la concurrence sans compensation, puisque eux avaient acquis leur licence évidemment à des prix parfois très élevés sur le marché de la revente des licences. Mais ce que nous enseigne l'ouverture à la concurrence, et ce qu'on doit enseigner à nos enfants, me semble-t-il, c'est qu'une fois que la concurrence est en marche, même si les premières tentatives ont échoué, la concurrence va arriver sur le marché dès lors qu'elle répond à une demande des consommateurs. Et c'est dès ces premiers signes avant-coureurs que le monopole doit s'adapter, doit évoluer pour survivre et profiter des nouvelles opportunités pour rester compétitif. En effet, là où le gouvernement avait tenté une première fois d'ouvrir le marché, en réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est le secteur privé lui-même qui va venir ouvrir la brèche de la déréglementation annoncée à la faveur du développement de nouvelles technologies, et notamment des smartphones, évidemment, qui facilitent la réservation. Donc Uber est arrivé en 2011 et jusqu'à l'arrivée d'Uber qui les a forcés à réagir collectivement. En tant que profession, les chauffeurs de taxi ont peut-être surestimé la pérennité de leur monopole et sous-estimé l'urgence qu'il y avait à s'adapter pour améliorer collectivement la qualité de leur service. Les pouvoirs publics avaient répondu dans un premier temps d'ailleurs à leurs attentes et le 16 décembre 2013, un décret a même tenté d'imposer au VTC un temps d'attente minimum de 15 minutes entre la réservation d'un taxi et le début de la course. On voit bien que là on passait d'une protection, d'une concurrence équitable à peut-être un peu plus de protection d'une profession en essayant de décourager les utilisateurs d'accéder à ces services de VTC. Intéressant d'ailleurs de relever que l'autorité de la concurrence était opposée à ce décret en considérant que ça crée une distorsion de concurrence entre les VTC et les taxis. Mais le décret a néanmoins été adopté. Les sociétés de VTC ont saisi le Conseil d'État et on connaît l'histoire. Le décret a été suspendu puis ensuite annulé par le Conseil d'État. Mais le combat ne s'arrête pas là. Ensuite, nous avons une loi Thévenoud qui est adoptée en octobre 2014 et qui étend la maraude à la maraude électronique, considérant que donc si on fait un service de géolocalisation avec indication des voitures disponibles, mais ça relevait du monopole des taxis. La loi prévoit aussi de réserver au monopole des taxis la tarification au kilométrique. Bon, toute cette question fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, qui juge anticonstitutionnel un certain nombre de dispositions, mais pas toutes. Bon,
Et donc ensuite, il y a eu l'affaire Uberpop, donc ça continue. Là, on sait que le service a été arrêté depuis hier, donc pour le coup, c'est vraiment d'actualité. Les dirigeants ont été mis en garde à vue, on attend une décision en septembre. Bon. On comprend le plaidoyer des chauffeurs de taxi pour que soient maintenues les conditions d'une concurrence loyale. Et on peut aussi entendre les inquiétudes de la profession concernant Uberpop, et également pour les consommateurs. Mais il reste qu'en attendant, on ne peut pas complètement ignorer la percée remarquable des VTC en France et la demande à laquelle ces services sont venus répondre en saisissant les opportunités qu'offrait le développement technologique. Le numerus clausus a conduit à un fonctionnement inefficace du marché en créant des temps d'attente trop longs, ce qui a abouti à un détournement de la clientèle vers des services de substitution. Donc en fait, quelque part, le numerus clausus censé protéger la profession a en réalité favorisé l'émergence d'un nouveau géant. Refuser le changement dans ces conditions plutôt que l'anticiper et l'accompagner en se modernisant pourrait finir par coûter cher aux progressions réglementées parce qu'en définitive, ce sont les utilisateurs qui feront le choix de leurs prestataires. Et c'est dans une société en mouvement, et grâce aux innovations technologiques, les offres émergent, se multiplient et rencontrent plus rapidement la demande que nos enfants vont grandir. C'est à ce monde-là qu'il faut, semble-t-il, les préparer, en leur enseignant l'esprit d'ouverture, l'esprit d'entrepreneuriat et en les encourageant au lancement d'activités autonomes. L'entrepreneur doit le plus souvent évoluer dans un environnement complexe et dynamique et être capable d'affronter des problèmes variés. Et dans un tel contexte, c'est la capacité d'adaptation, je crois que c'est la conclusion qu'on a tous eue ce matin jusqu'à présent, c'est la capacité d'adaptation qui sera un atout majeur pour les générations futures. Merci. Merci Florence Ninan de nous avoir amené à réfléchir à partir d'un exemple d'actualité particulièrement brûlant. Et de nous montrer effectivement à quel point le monde change vite actuellement. Je vous présente maintenant Amani Asfour, qui est égyptienne, qui est médecin de formation et qui a fondé assez rapidement, après ses études, une société de matériel médical, mais surtout qui se consacre avec beaucoup de conviction, beaucoup de force, à développer la cause de l'entrepreneuriat féminin dans son pays, dans le monde méditerranéen, en Afrique. Elle est présidente de l'Association des femmes d'affaires égyptiennes et donc a pris de nombreuses initiatives, y compris aide à la création d'entreprises pour encourager les femmes à l'entrepreneuriat. Voilà, Mrs. Asfour, you have the floor for 6 minutes. Okay. Thank you very much. I am really honored to be here with all of you, especially with the youth, because they are our future. My presence here actually is to take you to the global agenda. I know many people talked about France, but I want really you to go out from France because the major challenges happening now in the world is totally because of training our children, how we train our children, how we meet the global agenda. So if we are talking about our children and how we train them, yes, it's very, the global agenda with the MDGs, I know you know that 2015, this year, was the end of the Millennium Development Goals, which the world has put, and we did not achieve it really. It's about eradication of poverty and hunger. It's about achievement of universal primary education, which is not really done. It's about the promotion of gender equality and empowerment of women and access to healthcare and development partnership and environment. Yes. Now, with the Sustainable Development Goals, we have 3 pillars, the economic, social, and environment. How we really train our children to have economic prosperity with a social dimension, with environmental preservation. So what are our real future challenges? If you can see that our real, oh yes, okay. Equality. You know, in work till now, in France, women have less salary, percentage salary. So how are you now talking about robots and machines and still till now in your work, women has less percentage and no equal pay? I saw that those who clapped are only the women. I did clap. That's exactly what we are talking about, how we change the mentality of our children to be brought on equality. The second issue is about education and scientific knowledge. How can we really encourage STEM, which is science, engineering, technology, mathematics, among all of us, young
boys and girls. It's about the really technological issue. The third issue is really about economic growth. How are we going to achieve economic growth except with really promoting entrepreneurship, promoting to create more jobs, to have economic prosperity, to support our small and medium enterprises? Who is going to do that except our young children, to have an entrepreneurial education? And then we can really have the real employment. Because even though there are robots, who are inventing the robots? It's us. Who is doing the machines? It's us. It's our brain. It's the human brain will still be the main asset for all of us. So that's why our education for our children should be geared towards a global agenda. And the sixth challenge, which we really have to look for, which starts also with E, as I have seen all the 5 E's, extremism. This is how we have to train our children to be equal, no extremism, to be educated, to be having dialogue with the others. It's about our children, how we do for our children. There are milestones for training our children. It's about our indigenous capacity and human resources, how we invest in our human resources. It's about internal policies and reforms, how we make reforms for our policies to be able to put good curriculum for our children, how to increase the productivity and make entrepreneurship, because how you increase productivity, and you know, the UN, we have a main theme called equality means business. We are 100% human resources, young men and young women. If we have to increase the productivity of the 100% of men and women. Innovation and scientific research thinking, we need to have the curriculum at school. Information and communication is very important that we treat our children to be having a lot of information and communication among others and know what's happening in the world and not only confined to the small vision in front of them. It's about intellectual education, how we really promote them for a scientific thinking and for not only for perception of conventional curriculum. They have to be able to look and make sure that they are intellectual education. Incentives and enabling environment. We have to put incentives for our children and the enabling environment to make them use their talents, to teach them how really they can cooperate, can have this scientific thinking. Inclusion and diversity. It is very important to understand that the children are all the same. All the world is one global era. So there is inclusion and diversity. Of course, intergenerational dialogue and transfer of knowledge. This is our real task, how we transfer the knowledge to the children. So it's about the education, the empowerment, the entrepreneurship, the economic prosperity, the employment are all linked together. Because I say that 50% of our human resources are women, that's why we have really to empower our children to be inclusive, to empower them to achieve and to lead. What do I mean by that? How can we really achieve children empowerment? In order to achieve children empowerment, when I make this, please change. Huh? We have to understand what is real power. The real power is stop, finito la musica, just give me 2, 3, I will, because when I do this very much, a power is the capacity to act and to implement, which means that all of you here are circle. If you are thinking to have an idea to promote our children's education, we have to look for it, act, and to implement it. If we don't implement it, then there is no real thing. This triangle, I call it the triad of empowerment, which is the 3 pillars, the 3 P. The first is the people. We have to invest in us, in the children. The second P is the policy. What policy did the government put, as you just mentioned, to put a good curriculum, a good education, a good inclusion? And the third P is the product. What product of quality of education are we offering to our children? We can have this through... Yes, this is the circle. We have to... Okay, so this is the whole issue is about, this is a summary, awareness population for proper information, raising up in the family, democracy starts at home, no discrimination between a girl and a boy, education, capacity building, training, entrepreneurship,
access to financial resources, access to technology, technical assistance, advocacy, and project development. Thank you very much. Thank you very much. Je vous présente maintenant Kamila Sidor, qui vient de Pologne. Elle a cofondé en 2011 et elle préside une structure qui s'appelle Geek Girls Carrot, qui est une entreprise sociale dont l'objectif, et là c'est une transition très naturelle avec Madame Asfour, dont l'objectif est de permettre aux femmes de développer leurs compétences, d'échanger leurs compétences en informatique et notamment de se former au codage et à la programmation. Madame, vous avez la parole pour 6 minutes. Hello everyone, I'm really honored to be here today, and there are many terrorists, but I'm really bad at terrorism. I'm quite good at practice. So let me share the story, what I do with my organization and how we actually help mainly women and girls learn how to code, learn that new technologies is a great place for them. So in Geek Girls Carrots, when we were starting a few years ago, I read a couple of research and I found out that because I wanted personally to attract more my colleagues to IT. And we read some research and we set up Geek Girls Carrots. And what we are doing in our organization, we do 3 main things. First, we organize local communities. So we gather girls who are in IT and we let them share their experience, share their knowledge with each other, and what is the most important, they can support each other. Without group of support, we cannot succeed. We cannot break some stereotypes. So we create these local communities, and they support each other. And now we are present in 27 cities and in 10 countries. We are present in Paris, so I can say about France and about world out of the France. And the second thing, what we are doing, we organize workshops, mainly workshops in programming. We believe that people, even they are not graduated from computer science, they can start to learn coding. It's not magic skill, it's just skill. You have to spend some time in front of your computer and start coding. And we have programs in programming, and more than 2,500 people did the first step in coding with our organization. And the third thing we are doing in our organization, especially we are doing this really well in Poland, we establish a good relationship with media so we can create role models for girls. I believe that especially young people, they need to see that they can succeed in some field. They can have to see some people similar to them, that they 3 steps that they are doing this thing and they are succeed. And what we are doing in Poland, we establish good relationship with media, so then approach us and ask if we have any specialist in IT, especially female, so we can show in mass media the stories of successful girls. So what we are doing actually to empower girls in IT, we gather them together, we give them a group of support, we teach them how to code, and we show the role models so they can have some examples of people who succeed in this field. And because we are in a panel and we are talking about especially kids, in our organization we have one program for kids, it's called Carrots Kids. And what we are doing we use open source materials, and actually you can use it. Actually, when you come back to the home, you can use this with your kids today's evening. And what we find that kids really like to play. So we create workshops in coding for kids about 10 years old.
without computers, to show them philosophy and show what is behind all this programming, beyond the computers, robots. And there was really a nice story because Anya, she was 10, she took it part, she played whole day long with their colleagues. They do just some things with colorful posters, and in the end, the journalist from TV station asked her how computers work, and I was watching her, and she explained to the audience exact how computers work, how to write an instruction to computers to communicate with them well. So how to teach kids coding, that's with fun and the showing the philosophy behind this. It's not hard, it's not magic. I think it's even easier than mathematics. And and one more story I would like to share today. I met Carolina. She is a tutor, so she doesn't send her kids to the school. She teaches their sons from home. And one day, they ask questions, how a washing machine is working. So they look inside of washing machine and they find a black box. There was a software which navigates all washing machine. And actually, Carolina doesn't know how it works. So she found out in internet the course in programming and the course, how this washing machine is working. And first, she learned how to do it, and then she taught the kids how to program and how to program washing machine. And the result of this is that the kids now asking, Mom, how we can program table? Mom, how we can program lamp? Actually, so you can see, you can learn kids really easily how to code, how to robotize, and show that the digital era is full of surprisement and it's full of nice, interesting things. Thank you. Merci beaucoup Camilla. Je voudrais maintenant vous présenter François Tadei. François Tadei est polytechnicien, il est docteur en génétique, directeur de recherche à l'INSERM. Mais si nous lui avons demandé de se joindre à nous ce matin, c'est aussi parce qu'il est passionné par les recherches sur les frontières entre disciplines et se passionne aussi pour les sciences de l'apprendre, ce qui l'a amené à développer un certain nombre de choses, et notamment un programme absolument charmant qui s'appelle les Saventuriers, qui essaie de faire découvrir aux enfants de l'école primaire toute la passion qu'on peut mettre dans la recherche scientifique. François, vous avez la parole pour 6 minutes. Merci. Donc, en fait, il y a évidemment plusieurs formes d'intelligence. Il se trouve que notre système éducatif sélectionne en particulier celle qui consiste à connaître la solution des problèmes d'hier. Donc, jusqu'à maintenant, ça marchait à peu près bien parce que le monde changeait relativement lentement et donc les problèmes d'hier et les problèmes du lendemain se ressemblaient suffisamment pour qu'on ait un boulot en sachant faire ça. Le problème dans un monde qui s'accélère exponentiellement, c'est que les problèmes de demain, les métiers de demain, plus personne ne sait à quoi ils correspondront. Et donc si on se contente de sélectionner nos enfants sur leur capacité à connaître la solution des problèmes d'hier, comme la solution des problèmes d'hier sera dans les machines, les robots sauront prendre ce genre de métier. Donc il faut qu'on forme nos enfants différemment, c'est-à-dire il faut qu'on les forme à résoudre les problèmes d'aujourd'hui pour se préparer aux problèmes de demain. Et donc ça suppose de les inviter non pas à être en compétition les uns avec les autres pour savoir lequel va résoudre le plus de problèmes d'hier le plus rapidement possible. Moi, j'ai été sélectionné comme ça, donc je suis relativement à l'aise par rapport à ça. Mais à les inviter à penser les problèmes, des solutions, et à redéfinir même les questions. Et ça, le jour où on évaluera nos enfants, non pas sur leurs réponses aux problèmes d'hier, mais sur leurs questions et sur leur capacité à repenser demain, je pense qu'on aura fait un grand progrès. Alors, il se trouve que mon métier, c'est effectivement celui de la recherche. Et la recherche, c'est exactement ça. Un bon chercheur, avant tout, il sait poser une bonne question et éventuellement mettre en œuvre des systèmes qui vont lui permettre d'avancer des débuts de solutions. Et il va le faire de manière très coopérative. Il va le faire de manière toujours plus ouverte parce qu'il va avoir besoin de regards de différentes disciplines pour avancer aussi loin que possible. Alors, vous pourrez me dire...
ça, c'est réservé à une petite élite qui a eu la chance de faire beaucoup d'études. C'est ce que je pensais, parce que je suis né au millénaire précédent. J'imagine que certains d'entre vous aussi. Et il se trouve que, je ne sais pas si vous le savez, mais les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. D'accord ? Donc il y a aussi des entrepreneurs qui ne peuvent pas, qui ont forcément un chauffeur parce qu'ils ont moins de 18 ans. Donc les enfants font des choses étonnantes quand on leur en donne la possibilité. Et donc la question c'est est-ce que ça peut se produire uniquement à l'étranger ou est-ce qu'on peut le faire en France et en particulier dans les quartiers les plus défavorisés. Donc quand on avait vu cette publication d'enfants de 8 ans en Angleterre dans des familles de chercheurs typiquement, en France c'est arrivé aussi, il y a un enfant de 15 ans qui a publié dans Nature à Strasbourg avec son père qui était astrophysicien. On s'est demandé si, en prenant des enfants qui sont dans des quartiers d'éducation prioritaire, on pouvait leur offrir la possibilité de se questionner comme des jeunes chercheurs. Et donc on a lancé ce programme des Saventuriers. Et ce programme des Saventuriers est allé au-delà de nos espérances. On a commencé dans une classe il y a 2 ans. L'année dernière, on était dans 40 dans le périscolaire. Cette année, on est dans 250 écoles, dans le scolaire et le périscolaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce programme des Saventuriers ? Très concrètement, on part des questions des enfants. Vous savez que les enfants sont naturellement curieux. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser au système éducatif le jour où on m'a dit « Votre fils est charmant, mais il pose des questions ». Il venait d'entrer en CP. Donc, voilà, je dis « Mon métier, c'est de poser des questions ». Donc, je suis un peu embêté. C'est le métier des journalistes. C'est le métier de tout citoyen, en fait, qui veut améliorer le monde dans lequel on vit. Et donc, comment est-ce qu'on part des questions des enfants ? En fait, ce qui est assez drôle, si vous regardez des bébés, vous allez remarquer assez vite que les enfants sont naturellement curieux, ils aiment explorer le monde, ils aiment l'observer, ils aiment expérimenter, ils n'ont pas peur de faire des erreurs, et ils vont apprendre de leurs erreurs et ils vont persévérer jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. C'est comme ça qu'on a tous appris à marcher et à parler. Et donc ça, c'est complètement inné, et d'ailleurs il a été montré par des chercheurs à Berkeley, qu'on est tous nés chercheurs. Le problème, c'est que dans le système éducatif, on ne développe pas ces talents, en tout cas trop rarement. Et donc quand on essaye de le faire avec des enfants, y compris dans les milieux défavorisés, mais ça marche dans tous les milieux, mais c'est encore plus spectaculaire dans les milieux défavorisés parce qu'il y a relativement peu d'attentes. Et donc on part avec des enfants qui ont même éventuellement des difficultés de maîtrise de la langue et des concepts de base, et on part de leurs questions, et tout d'un coup, ils comprennent qu'il va y avoir quelque chose qui a du sens. Et un enfant, ça aime chercher du sens, et ça aime aller très loin à partir de là. Et si vous partez des questions d'un enfant, par exemple, sur pourquoi est-ce que l'eau, ça mouille, si vous savez répondre à cette question, vous êtes un bon physicien. Mais si vous demandez pourquoi cette réponse, si vous savez encore répondre, c'est que vous êtes un très bon physicien. Et en 3 ou 4 pourquoi, même un prix Nobel est sec. D'accord ? Et donc, en fait, on a l'impression qu'il y a un vaste volume de connaissances, et c'est vrai, il y a 1 million de fois plus de publications scientifiques qu'il y a 300 ans, et on ne peut pas tout savoir. Mais par contre, on peut essayer de comprendre comment produire du savoir et comment s'approprier le savoir qui existe déjà. Et quand on pose quelques questions et qu'on se rend compte que les adultes n'ont plus la réponse, alors on est extrêmement motivé en tant qu'enfant et on a envie de contribuer à chercher la solution. Et donc je vais vous juste raconter très vite cette expérience aventurier dans la classe où on a commencé à Bagneux en ZEP éclair il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. Les enfants s'intéressaient aux fourmis. Donc on avait mis une fourmilière au fond de la classe et ils ont travaillé avec des myrmécologues qui, comme vous le savez tous, en tout cas ces enfants le savent, sont des chercheurs spécialistes en fourmis. Et ces enfants, on les a invités à la fin de l'année. Maintenant on fait des congrès des jeunes aventuriers, des jeunes chercheurs, et on les avait invités et on leur a demandé, mais alors comment vous avez fait cette année ? Ils nous ont dit, on a d'abord eu un débat sur savoir si on avait le droit de questionner ou pas. Parce que les adultes nous ont dit que la curiosité est un vilain défaut, et les chercheurs nous ont dit que c'était leur métier de poser des questions. Donc on s'est demandé si on avait le droit ou pas de poser des questions. Et on s'est dit que sur les fourmis, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Donc ça, c'était déjà un bon point de départ. Et puis, à partir de là, on a cherché des réponses. Alors, on s'est mis à beaucoup lire. On a pris tous les livres qu'on trouvait sur les fourmis pour trouver des réponses. Alors, c'est quand même bien, parce que c'est des milieux où on ne lit pas beaucoup. Et ils nous disent, mais on s'est rendu compte que toutes les réponses n'étaient pas présentes dans les livres. Donc on est allé sur Internet. Mais on s'est rendu compte que sur Internet, toutes les réponses n'étaient pas fiables. Donc au passage, ils ont développé l'esprit critique dont tu nous parlais très justement. Mais comme on avait la chance de pouvoir travailler avec des myrmécologues, on leur a écrit en leur demandant la réponse à nos questions. Et ils nous ont beaucoup aidés. Mais la première fois qu'ils nous ont envoyé une réponse, on a mis 1 mois à comprendre tout ce qu'ils avaient dit. Tellement le vocabulaire technique était complexe et les savoirs constitués étaient importants. Et puis, on a répété les expériences qu'ils avaient faites, et à un moment donné, on a fait une observation que les chercheurs n'avaient jamais fait jusque-là. Et alors, on a demandé aux chercheurs qu'est-ce que ça voulait dire. Ils nous ont donné une interprétation, mais elle ne collait pas complètement avec nos observations. On a fait une expérience, et on a montré aux chercheurs que leur hypothèse n'était pas correcte.
D'accord ? Et donc je pense que ces gamins, je ne sais pas ce qu'ils feront plus tard, mais je pense qu'ils seront beaucoup plus adaptables que d'autres parce qu'ils sauront relever les défis de demain qui sont complètement ouverts. Merci. Merci beaucoup François Tadei. Nous sommes arrivés au bout du tour de table. Vous avez peut-être entendu sonner à l'église voisine à 10h. Donc normalement c'est l'heure à laquelle devait se terminer cette session. Je pense qu'on peut quand même s'accorder quelques minutes supplémentaires, tout petit peu. Voilà, prendre peut-être une ou deux questions. Moi, je vais en lancer une, comme ça laissera éventuellement à quelqu'un le temps d'en préparer une. Je voudrais demander, peut-être en particulier à Jean-Paul de Godemar, je m'excuse, c'est vraiment une question de journaliste. Est-ce que apprendre à coder, à programmer, ça va devenir aussi important que d'apprendre à lire et écrire ? Oui. Ça marche tout ça. Bah, écoutez, je crois que c'est sur la table, en quelque sorte. Je crois que c'est plutôt une opinion, qui a tendance à devenir majoritaire. Bon, la question, c'est de savoir exactement ce que ça veut dire, apprendre à coder. Je veux dire, si on emprunte le chemin que vient de tracer François Tadei, il ne faudrait pas que ça devienne l'apprentissage d'une autre mécanique intellectuelle qui se rajouterait à d'autres mécaniques intellectuelles. Et je pense qu'il faut trouver des modes d'apprentissage du codage qui permettent de développer tout ce qui a été évoqué comme devant constituer au fond ce socle commun, pour reprendre une expression qui est très utilisée aujourd'hui, en termes de capacité d'adaptation, en termes de capacité à travailler collectivement, en termes y compris d'ailleurs en termes de savoir-être. Parce qu'on pourrait imaginer des apprentissages du codage qui soient l'inverse, hein, qui replient encore un petit peu plus les jeunes sur eux-mêmes. Donc sous ces réserves-là, je pense que ça fait partie certainement des savoirs contemporains qu'il faut... Pendant longtemps, on a refusé de le faire, précisément à cause de la technicité que l'on ne voulait pas d'une certaine manière encourager. Puis parce que les technologies elles-mêmes se sont développées, et nous sommes, quand nous utilisons tous les jours notre ordinateur, nous sommes devant une boîte noire. Et nous sommes encouragés d'autant plus à être devant cette boîte noire que les technologies se sont développées, sont d'une telle convivialité qu'on n'a besoin d'aucune technicité pour savoir s'en servir. Bon, probablement nous n'utilisons que 10% des potentialités de la machine que nous avons, mais pour autant... Voilà, et donc il faut trouver le bon équilibre entre ce que l'apprentissage du codage peut faire, mais que ce ne soit pas non plus un savoir inutile, parce que par ailleurs, les technologies permettent de se servir de l'outil sans avoir besoin de ce qu'il y a derrière la boîte noire. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question ici. Oui, bonjour. Je voudrais rebondir sur les propos de M. Tadel. En tant que physicien, moi aussi, je suis tout à fait d'accord que la création doit être la base de l'éducation de nos enfants. Et avec ce que Louis a dit hier, un des lauréats du concours, parlait de l'entrepreneuriat étudiant comme source d'initiative que les étudiants devaient dès le début apprendre, et même plus jeunes qu'étudiants, apprendre à se familiariser au milieu de l'entreprise pour devenir créatifs et innovants. Néanmoins, une question a surgi parmi nous. Dans quelle mesure est-ce qu'une entreprise peut se permettre d'interférer, entre guillemets, avec l'éducation ? Le PDG de Carrefour, Monsieur Passard, merci, hier défendait l'idée que les entreprises devaient gérer la formation pour elles-mêmes. Dans quelle mesure est-ce que ça peut créer des différences entre entreprises, des différences entre diplômes éventuellement nationaux, le fait de spécialiser un étudiant ou un salarié pour un seul métier et justement réduire son adaptabilité par rapport aux concurrents, le genre de problème que peuvent poser ce genre d'initiative. Moi, je pense qu'il faut arriver à adapter les cursus. L'université, elle fait de la recherche sur tout, sauf sur comment s'adapter au monde qui change. Donc c'est quand même très particulier. Et on a besoin de faire ça. Là, par exemple, on vient d'obtenir un financement du gouvernement, d'ailleurs, pour créer des diplômes blancs. D'accord ? Un diplôme blanc, c'est quoi ? C'est comme une feuille blanche. C'est nous qui écrivons dessus ce qu'on a décidé d'y écrire. D'accord ? Et donc, on a décidé d'offrir, en plus des diplômes existants, un diplôme blanc qui va permettre aux étudiants qui veulent travailler aux interfaces entre différents domaines de creuser ça et, au passage,
ceux d'entre eux qui le souhaiteront, on va les accompagner à l'entrepreneuriat, parce que s'ils savent travailler sur une interface émergente pour lesquels il n'y a pas encore de métier, ils vont vraisemblablement créer leur propre métier, ils vont créer leur propre entreprise et ils vont probablement créer des emplois pour énormément d'autres derrière. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes? Juste pour vous donner un exemple, je reviens de Suisse. En Suisse, ils ont des consultants pour enfants. D'accord? Donc quand un enfant veut mettre sur pied un projet, eh ben, il a une plateforme où il peut poser ses questions sur comment est-ce que je peux avancer plus loin dans mon projet, et il peut même rencontrer des gens qui vont l'aider à faire son budget, à réfléchir à comment faire sa communication, etc. Et donc on voit bien que en fait, les jeunes, ils ne demandent que ça, que ce soit les étudiants ou même les plus jeunes, c'est d'entreprendre et d'expérimenter. Nous, on a juste créé un lieu où ils peuvent expérimenter. Et ben, ils ont fait des choses extraordinaires. Énormément d'entre eux ont créé une entreprise. Certains sont devenus champions du monde de biologie synthétique. Certains ont gagné des prix européens sur les femmes et la science. Il y a énormément de choses. Dès qu'on ouvre un degré de liberté pour les étudiants, ils savent s'en emparer. Alors, dans l'ordre, Mrs. Asfour, Monsieur Gagné, Monsieur de Godemar. Oui, attendez. D'abord, Madame Asfour. Yes, I want really to answer this very important question, because I am a medical student. I started my company when I was a third-year medical school. It's only have to have an idea, and then how you implement this idea. I wanted to start my company for a medical equipment company. Then I wanted somebody to guide me where to start, how to write a business plan, how to find a place, how to open an account, how to register the company. It's all about the guiding tools. That's why in our project that I didn't have time to see, we have a project for Business Development Center and Business Incubator, where we have 30 places for young students who want to start their companies. We give them all the tools. We have a training center where we help them how to start a business, how to write a business plan, how to market your product, how to register your company. So there is no contradiction between really studying and being an entrepreneur, but the whole issue to find a body which guides you how to make your own company. I started with 1 employee myself. Now I have 150 employees. I started with $1,000. Now we have a revenue of $40 million. So this is actually what you have to do as an entrepreneur. Monsieur Gagné. Oui, peut-être deux remarques pour rebondir sur ce qui a été dit. Sur PWC, là aussi, nous, on veut aider à cette transition. Donc on a un rôle dans la société qui est bien évidemment moins en amont que l'éducation et autres. Mais nous allons lancer une opération qui est en fait des incubateurs pour les étudiants qui sortent des écoles à l'intérieur de PWC. Ce qui veut dire on va sélectionner et recruter des étudiants qui ont des idées et qui veulent les mettre en place. Et donc on va les recruter pour les aider à faire ça avec nos jeunes d'ailleurs à l'intérieur. Et en même temps, ils vont travailler pour nous. Donc ça sera 50% pour leur start-up, 50% pour leur start-up, 50% pour travailler pour nous. Et donc c'est juste pour faire la transition, parce qu'il faut quand même aussi accompagner ceux qui sont en transition. Donc ça, c'est le premier point. Et puis je vous invite aussi, si vous voulez continuer le débat, à vraiment écouter quelqu'un qui, peut-être certaines personnes le connaissent, mais il a fait des keynote speech sur TED. C'est un Français, c'est Idriss Aberkan. Je peux vous garantir que c'est extraordinaire la façon dont il voit les choses. Il est au cœur de ce qu'on a discuté toute cette conférence-là, enfin cette session, et je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant sur les sujets du monde de la connaissance, du pouvoir du crowd. D'ailleurs, en fait, les jeunes, même les plus jeunes, ont une capacité à découvrir, à faire de la création de valeur incroyable. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, que vous apprendrez avec Idriss. Voilà. Alors, rapidement, Monsieur de Godemar. Oui, pour dire que c'est une inflexion que, en tout cas, le ministère souhaite complètement encourager. On est toujours très frappé dans les enquêtes par le divorce entre... Il y a un rapport de 1 à 10, en gros, entre le pourcentage d'étudiants qui disent vouloir créer leur entreprise et ceux qui le font. Et donc, je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour faciliter cette volonté, en quelque sorte. Alors, nous avons mis en place, depuis 2 ans maintenant, ce que nous appelons des pépites, qui sont des plateformes qu'un certain nombre d'universités ont commencé à installer, qui ont cette vocation-là, c'est-à-dire d'encourager les étudiants à construire un projet d'entreprise avec toutes les vertus que ça présente, même si l'entreprise d'ailleurs ne va pas jusqu'au bout, par tout le potentiel de créativité, de travail collectif, de transversalité que ça encourage,
Bon, et puis certaines d'entre eux vont jusqu'au bout, c'est-à-dire ça provoque des start-up que d'ailleurs d'autres acteurs économiques soutiennent. Et donc je crois que ce mouvement-là, il est neuf, fragile, mais il faut absolument l'encourager. Et je pense que c'est comme ça que notre système évoluera, parce que c'est le meilleur signe qu'on puisse donner par rapport à la question qui était posée ce matin. Alors une dernière question très rapide. Je ne sais pas si elle sera... Oui, je ne sais pas si ma question sera rapide, mais on a parlé de la pluridisciplinarité et vous avez parlé de la culture générale. Dans notre pays, lorsqu'on est littéraire, on a un peu une impasse au niveau professionnel et PricewaterhouseCoopers a lancé un programme d'accueil des littéraires qui a donné confiance à ceux qui étaient en Cagne, en Hippocagne, ailleurs. Comment a fonctionné votre programme? Est-ce que vous allez aller plus loin? Juste un petit témoignage et un retour d'expérience. Excusez-moi, ça peut prendre du temps. Alors, 2 minutes. Oui, sur ce sujet, PwC a lancé un programme maintenant, je ne sais plus, 6-7 ans au moins, qui est le programme Phoenix, qui consiste à dire la chose suivante: nous recherchons des talents variés qui ont des perspectives totalement différentes et qui n'imaginent pas eux-mêmes qu'ils peuvent venir dans l'entreprise. Donc quand on s'adresse à des littéraires et qu'on leur dit venez chez PwC ou chez L'Oréal ou chez Danone, puisqu'on a recruté derrière, c'est nous qui l'avons lancé, des grandes entreprises françaises, ces étudiants, et c'est ça en fait le plus grand blocage, c'est les blocages qu'ont les étudiants sur ce sujet. D'ailleurs, comme les blocages que peuvent avoir les femmes en termes de carrière, je vous le dis, c'est véritablement faire qu'on attire ces gens-là, qu'on les amène. Ils ne sont absolument pas formés à nos métiers. C'est un effort pour nous important. C'est difficile. Mais lorsque ces gens-là ont passé les 2, 3 ou 4 années avec nous, ils sont d'une créativité, d'une vision différente des choses qui apportent à nos équipes des choses fantastiques. Et donc, les littéraires ont de l'avenir dans les entreprises. Merci beaucoup. Christian Saint-Étienne, le moment est venu de conclure. Oui, alors, bien. Donc je vais être extrêmement bref. J'ai retenu un certain nombre d'éléments de cette discussion. Il faut apprendre à coder pour les adultes et à décoder pour les enfants, qu'il faut apprendre à se questionner, à travailler avec du sens critique et des savoirs collaboratifs. Tout ça, c'est très bien, mais ce que j'observe, c'est que dans la société française aujourd'hui, justement, il y a plein de questions qu'on ne peut pas se poser. Il y a une métropolisation de la croissance qui est en cours au plan mondial. On n'a pas le droit de se la poser en France parce qu'il faut préserver l'équilibre entre les territoires. Il y a une ubérisation du système productif, mais on n'a pas le droit de se poser vraiment la question de ses conséquences, dans la mesure où il faut préserver la sécurité sociale. Il y a un vieillissement de la population, on n'a pas le droit de modifier la façon dont on travaille au cours du cycle de vie, parce que il faut préserver à nouveau les équilibres des systèmes de retraite. Donc le principal enseignement que je retiens de cette table ronde, c'est qu'il faut quitter le monde des adultes et rentrer dans le monde des fourmis, puisque dans le monde des fourmis, on peut poser toutes les questions. Merci. Merci. Voilà, un grand merci à tous les intervenants et merci à vous aussi pour votre attention, et les rencontres se poursuivent. Au revoir. Je suis désolé, je vais devoir dire américain. Non, il n'y a aucun problème. Grand amour pour les Anglais. Je vais pas de carte avec moi. Je ne sais pas si je dois aller un fond.